Lors de Thanksgiving 2023, à Santa Fe. Ma petite sœur a découvert que je possédais 12 millions de dollars dans mon portefeuille d'investissement. Au moment du dessert, mes parents insistaient déjà pour que je partage avec elle, car elle en avait. Soi-disant, plus besoin. J'utilise un compte jetable, pour des raisons évidentes, mais je m'appelle Elena Torres. J'ai 42 ans, et je porte cette histoire en moi depuis des années. J'ai grandi dans un coin poussiéreux, au nord du Nouveau-Mexique. Le genre d'endroit où les montagnes deviennent violettes au coucher du soleil. Et où les voisins connaissent l'histoire de votre famille, sur 3 générations. Jusqu'à mes 10 ans, j'étais fille unique. Mes parents n'étaient pas très chaleureux, mais ils étaient prévisibles. Papa réparait de vieilles voitures dans l'allée, pendant que maman jardinait. Et m'aidait de temps en temps avec mes projets d'école. Puis, par une nuit glaciale de janvier 1991, ma tante Sophia a frappé à la porte de ma chambre. Pour me dire de préparer un sac. Ma mère était à l'hôpital. Ma sœur, Isabella, arrivait avec 2 mois d'avance. Elle était minuscule, plus petite que les poupées avec lesquelles je jouais. Et elle était reliée à des fils et des tubes, dans une couveuse. Personne ne m'a laissé la toucher. Personne ne m'a même laissé m'en approcher. Quand Isabella est rentrée à la maison, notre foyer a changé du jour au lendemain. Maman est devenue obsédée par l'idée de la protéger des microbes. L'odeur de l'eau de Javel me brûlait le nez, chaque matin. Des bouteilles de gel hydroalcoolique sont apparues dans toutes les pièces. Et dès que je reniflais un peu, on m'envoyait séjourner chez grand-mère Rosa, ou chez tante Sophia. Au début, cela ressemblait à une aventure, les tortillas fraîches de grand-mère. Et les vieux romans policiers de tante Sophia. Mais je n'étais pas stupide. Je savais pourquoi on m'éloignait. Je n'étais plus la priorité, Isabella était le miracle. Moi, j'étais la réflexion après coup. On ne vous envoie pas ailleurs pour s'amuser. On vous traite comme une menace. Comme si votre simple existence pouvait nuire à votre précieux frère ou sœur. J'ai tout essayé, pour attirer leur attention de manière plus saine. Des notes parfaites? Maman levait à peine les yeux, du nouvel emploi du temps des spécialistes d'Isabella. Remporter le premier prix à l'Expo Sciences régionale. Avec un projet sur les énergies renouvelables? Papa m'a juste demandé si je pouvais ranger le panneau de présentation dans le garage. Apparemment, Isabella était allergique à la poussière de carton. Est-ce que ça existe vraiment? Le point de rupture est arrivé quand j'avais 12 ans. J'avais passé des mois à apprendre par moi-même le morceau Bridge over Troubled Water au piano. Pour le spectacle des talents de l'école. Mais ce soir-là, Isabella avait 37,2 degrés Celsius de fièvre. Devinez qui n'avait aucun membre de sa famille dans le public? 2 semaines plus tard, tous nos proches, y compris les 4 grands-parents, ont assisté au récital de flûte de 15 minutes d'Isabella. Où elle a massacré la Conti Note Crossbain. À 7 ans, Isabella avait surmonté ses problèmes de santé. Mais elle savait parfaitement comment manipuler le système. Un mal de tête? Elle n'allait pas à l'école. Fatiguée? Je faisais ses corvées à sa place. Nerveuse pour un contrôle? Maman appelait le professeur, pour le repousser. Moi, je me suis réfugié dans ma chambre, me perdant dans des livres sur l'histoire de l'art. Et les antiquités. Ironiquement, ma chambre n'est devenue un sanctuaire que parce qu'Isabella prétendait être allergique à mon désodorisant à la lavande. Le seul point positif, c'est bannissement chez grand-mère Rosa. Elle, au moins, me demandait comment s'était passée ma journée. Elle me laissait l'aider à ranger sa collection de bijoux fantaisie, ma première incursion dans le monde où j'allais. Plus tard, bâtir ma carrière. Le pire n'était pas le favoritisme, c'était la façon dont il réécrivait l'histoire. Pour s'en excuser. Elena est tellement indépendante, alors qu'Isabella a juste besoin de plus d'attention. J'étais une enfant, pas une sainte. Avec le recul, ces années m'ont appris l'autonomie, mais elles ont aussi laissé une cicatrice. Que je ressens encore à chaque Thanksgiving. Quand personne ne vérifie vos devoirs, ou ne se soucie de vos victoires. Vous apprenez à devenir votre propre pom-pom girl. Le lycée,
la plupart des gens l'ont soit adoré, soit détesté. Pour moi, c'était un billet de sortie de Santa Fe. Pendant qu'Isabella se forgeait son personnage de reine du théâtre au collège, je préparais discrètement mon évasion. Rien ne vous motive davantage que de savoir que personne d'autre ne le fera pour vous. Ces après-midi passés à cataloguer les bijoux de grand-mère Rosa m'ont appris la précision, l'organisation et le goût du détail. Arrivé au lycée, mon bureau ressemblait à une page de magazine d'organisation. Des notes avec un code couleur, des emplois du temps de révision soigneusement planifiés. Et une place pour chaque chose. Isabella se moquait de moi, en m'appelant Rinman. Ça m'allait très bien. Être invisible avait ses avantages. Personne ne surveillait mes échecs, ni mes réussites. Je pouvais m'inscrire à n'importe quelle activité. Tant que cela n'interférait pas avec mon travail à temps partiel, au Maria Escafé. Un grand merci à Maria, qui se souvenait de mon anniversaire, quand mes parents l'oubliaient. Le club de débat? Fait. Présidente de la Société nationale des honneurs? Fait. Rédactrice en chef du journal du lycée? Fait. Le débat est devenu ma passion. Il n'y a rien de tel que de démonter l'argumentaire d'un adversaire, tout en restant parfaitement calme. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ces compétences m'aideraient plus tard. Pour négocier des contrats à plusieurs millions de dollars. J'ai remporté le championnat d'État à 2 reprises. Mes parents n'ont assisté à aucune de mes victoires. Ils étaient au match de l'équipe C de football d'Isabella, où elle jouait très rarement. Puis est arrivée l'avant-dernière année de lycée, celle qui a tout changé. J'ai passé le SAT, l'examen d'entrée à l'université, et j'ai obtenu le score parfait de 1600. Moins de 1% des élèves atteignent ce chiffre. J'ai fixé l'écran des résultats pendant 20 minutes, convaincu que c'était un bug informatique. Je me suis précipité à la maison, le cœur battant à tout rompre. Maman était dans la cuisine, en train d'aider Isabella avec ses devoirs d'anglais. Maman, regarde, j'ai eu la note parfaite au SAT. C'est bien, chérie, mais baisse d'un ton. Isabella a un examen important demain. Isabella a eu un sourire en coin. Ouais, certains d'entre nous doivent vraiment réviser, mademoiselle parfaite. Et juste comme ça, ma plus grande réussite scolaire a été balayée. Comme s'il s'agissait d'une simple liste de courses. C'est ce soir-là que j'ai réalisé que, si je voulais que mon succès ait de l'importance, ce ne pourrait pas être pour eux. Cela devait être pour moi. Tu as juste une façon d'apprendre différente. C'est ce que maman a dit, quand je lui ai montré mon score parfait au SAT. J'ai encore la version imprimée quelque part. Elle n'a jamais fini affichée sur le frigo. Par contre, le décembre 2020 d'Isabella en anglais, il a eu droit à la place centrale, accroché avec un aimant indiquant. Nous sommes si fiers de toi. Quand est venue la saison des candidatures pour l'université, j'ai gardé mes projets pour moi. J'ai postulé à 15 écoles, rédigé chaque lettre de motivation, obtenu des recommandations. Et rempli les formulaires d'aide financière, toute seule. Mon conseiller d'orientation, Monsieur Chen, a été le véritable héros. Il est resté tard avec moi, pour terminer le dossier de bourse. Car mes parents étaient trop occupés. Puis, les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, Harvard, Yale, Princeton, Michigan. Toutes avec des bourses d'études. Je les ai gardées enfermées dans une boîte, sous mon lit. Si Isabella l'avait découvert, toute l'énergie de la famille se serait concentrée pour me retenir près d'eux. Si Elena part à Harvard, je vais être toute seule. Le jour où j'ai reçu mon offre de bourse complète pour l'université du Michigan, Isabella a été prise dans l'équipe de Pom-Pom Girls remplaçante. Devinez lequel de ces deux événements a eu droit à un dîner de célébration en famille. J'ai mangé des macaronis au fromage au micro-ondes, dans ma chambre, pendant qu'ils allaient dîner chez Léosa. Cette bourse, c'était mon billet de sortie, frais de scolarité, logement et nourriture. Et même une allocation pour les livres. J'ai passé 1 heure dans mon coin préféré, à la bibliothèque publique de Santa Fe. À regarder par la fenêtre du 4e étage, en pleurant. Pas de tristesse, mais d'un immense soulagement.
Au dîner, j'ai annoncé, je pars au Michigan. Maman a froncé les sourcils. C'est loin. Et si Isabella a besoin de toi? Papa a ajouté, ne t'attends pas à ce qu'on t'aide. Nous avons les frais de Pom-Pom Girl à payer. Isabella s'est contentée de sourire de toutes ses dents. Je pourrais récupérer ta chambre? Cet été-là, j'ai enchaîné les doubles services au Maria Café. Maria me glissait toujours des pourboires supplémentaires, ainsi que les restes de tarte. Mija, me disait-elle, dans la vie, ceux qui font le plus de bruit sont souvent ceux qui ont le moins de choses à dire. Le jour du départ. Mes parents ne pouvaient pas m'accompagner, Isabella avait une compétition. C'est donc tante Sophia qui m'a conduite, m'a aidé à installer ma chambre universitaire. Et m'a tendu une enveloppe. Ta grand-mère Rosa voulait que tu aies ça, a-t-elle dit. À l'intérieur, il y avait $500, et tout l'amour que je n'avais pas reçu à la maison. Elle est tellement fière de toi. C'est ce que tante Sophia m'a dit, lorsqu'elle m'a remis l'enveloppe de grand-mère Rosa. Le jour de mon emménagement. Plus tard, j'ai appris que grand-mère avait discrètement économisé ses $500. À partir de ses chèques de retraite, pendant des mois. Cette première nuit, dans ma chambre universitaire du Michigan, je me suis fait une promesse. J'allais me bâtir une vie si remplie, et si riche de sens. Qu'être ignoré deviendrait tout simplement impensable. Pas pour prendre ma revanche sur ma famille, mais pour la petite fille de 8 ans. Qu'on éloignait autrefois desquelles éternuait. L'université fut un tourbillon de nuits blanches, de nouilles instantanées. Et du goût enivrant de l'indépendance. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus grands honneurs. Mes parents l'ont à peine remarqué, ils étaient trop occupés à aider Isabella. Qui changeait d'université, pour la 3e fois en 2 ans. Mon premier emploi fut dans une prestigieuse maison de vente aux enchères de Détroit, je tairai le nom par souci de confidentialité. Mais n'importe qui dans le milieu la reconnaîtrait. J'ai commencé dans les ventes de succession, à cataloguer les biens de riches clients décédés. Ce n'était pas très glamour, mais c'était stable. Puis est arrivée la succession Kingston, une veuve âgée, sans héritier. Laissant derrière elle des pièces entières remplies de bijoux fantaisie. Les heures passées sur la collection de ma grand-mère m'avaient formé l'œil. Et une broche a immédiatement attiré mon attention, de style art déco, inhabituellement lourde. Avec un fermoir complexe, beaucoup trop raffiné pour être une simple imitation. J'ai passé ma pause déjeuner à faire des recherches sur les poinçons de bijoux. Puis je suis resté tard, pour éplucher les bases de données de bijoux anciens de l'entreprise. Plus je creusais, plus j'étais convaincu que c'était une pièce authentique. Valant potentiellement une fortune. Mais j'étais la nouvelle employée. Qui allait me croire? Alors, je me suis appuyé sur ma formation en club de débat. J'ai rassemblé des preuves, des photos comparatives, un contexte historique. Et j'ai même dépensé une partie de mes maigres économies pour suivre un cours de gémologie en ligne. 2 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de mon patron, Monsieur Harrison. Armé d'une présentation qui aurait pu tenir la route devant un tribunal. Je lui ai dit, Monsieur Harrison, je crois que nous avons peut-être quelque chose d'important. Dans la collection Kingston. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Helena, nous avons déjà catalogué tout cela, comme étant des bijoux fantaisie. Je sais, ai-je répondu, en faisant glisser mes notes vers lui. Mais ces poinçons de maître correspondent parfaitement aux signatures de Cartier. Datant de 1925. Cela l'a fait s'arrêter. Où avez-vous appris cela? J'ai fait quelques recherches. Pour faire court, cette broche fantaisie s'est vendue $47,000 aux enchères. Il s'est avéré qu'elle faisait partie d'une collection limitée de chez Cartier. Créée pour des aristocrates européens, dans les années 1920. Après cela, Harrison a commencé à m'accorder davantage de responsabilités. Je prenais chaque objet au sérieux. Plongeant dans l'authentification avec la même obsession du détail que celle que j'avais apprise auprès de grand-mère Rosa. J'ai suivi tous les cours de bijouterie en ligne que je pouvais m'offrir. J'ai passé mes week-ends dans des ventes de succession, et j'ai tenu un carnet en cuir rempli de techniques d'authentification.
Les murs de mon appartement étaient tapissés de tableaux de poinçons, d'impressions de catalogues vintage et de registres d'enchères. Et les résultats ont suivi, des objets que d'autres considéraient comme de simples répliques se transformaient en trouvailles majeures. Mes chèques de commission augmentaient, et pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. J'épargnais. Ma famille? Toujours aussi peu intéressée. Au dîner du dimanche, maman a demandé, « Elena travaille toujours dans cette boutique d'antiquités, n'est-ce pas ?» Une maison de vente aux enchères, ai-je corrigé. Et oui, je viens d'authentifier une pièce rare de chez Tiffany. Isabella m'a coupé. En parlant de bijoux, il faut absolument que vous voyiez ce bracelet à breloques que j'ai acheté au centre commercial. J'ai souri, et j'ai laissé couler. J'avais enfin quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Quelque chose que personne ne pourrait réduire au fait d'être la sœur d'Isabella. Ou la dernière roue du carrosse de la famille. Ensuite est venue la collection Rothschild, un domaine massif, issu de la vieille bourgeoisie, qui faisait beaucoup de bruit dans le milieu. Après 2 ans dans l'entreprise, je faisais partie de l'équipe chargée de cataloguer leurs bijoux. C'est là que je les repérais, une pièce Art Nouveau, d'apparence banale, que tout le monde ignorait. 3 jours de recherche plus tard, j'ai réalisé qu'elle n'avait rien d'ordinaire. C'était un trésor perdu depuis longtemps. Issu de la collection privée d'un célèbre joaillier français. Et disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand la pièce Rothschild s'est vendue 238,000 $, Monsieur Harrison m'a convoqué dans son bureau. Je pensais que c'était pour une promotion. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a totalement changé ma vision des choses, « Elena, vous gâchez votre talent ici. Vous devriez diriger votre propre entreprise d'authentification. » Au début, j'ai ri pour masquer mon incrédulité. Moi? Créer une entreprise, mais avec quel argent? Cependant, l'idée a fait son chemin. J'ai commencé à accepter de petites missions d'authentification en freelance. En dehors de mes heures de travail. Le bouche-à-oreille a vite fonctionné, apparemment. J'avais un œil en lequel les collectionneurs avaient confiance. Une nuit, assise dans mon minuscule appartement, entouré de manuels de joaillerie, de loupes de grossissement, et de tableaux de poinçons, j'ai eu une révélation. Je pouvais réellement faire ça, toute seule. Alors, j'ai fait quelque chose de risqué. J'ai contracté un prêt en utilisant ma voiture comme garantie, j'ai vidé mes économies. Et j'ai loué un petit bureau, situé au-dessus d'un restaurant chinois. Le loyer n'était pas cher, car ça sentait constamment le poulet Kung Pao. Et le Wi-Fi ne fonctionnait que dans un seul coin, près de la fenêtre, mais cet endroit était à moi. Ces premiers mois ont été brutaux. Je me réveillais à 4 heures du matin, en calculant combien de temps il me restait avant de ne plus avoir un sou. Le mobilier de mon bureau se résumait à une table pliante d'occasion. Et une chaise que j'avais trouvée sur le trottoir, minutieusement récurée, bien sûr. Dans le monde de la haute joaillerie, la réputation et les relations font tout. Heureusement, mes années à la maison de vente aux enchères m'avaient apporté les deux. J'ai commencé petit, en authentifiant des pièces pour des antiquaires locaux. Facturant moins cher que les grandes firmes, mais en livrant un travail toujours très méticuleux. Au bout de 6 mois, j'ai eu ma chance. Un marchand, que j'avais connu à la maison de vente, m'a apporté une collection de broches de l'époque victorienne. Le propriétaire voulait une confirmation de leur authenticité, avant de les vendre. 2 semaines de nuit presque blanches plus tard, j'ai découvert 2 pièces qui avaient été identifiées à tort comme des répliques. Lorsqu'elles ont été vendues, le propriétaire m'a versé une commission de 10%. Ma part s'élevait à 86,000 $. Cette commission représentait plus que ce que j'avais gagné au cours des 2 années précédentes réunies. Et, presque du jour au lendemain, mon téléphone n'a plus cessé de sonner. Des collectionneurs privés voulaient que je jette un œil à leurs pièces. Des avocats spécialisés en succession m'appelaient, pour des bijoux hérités. Même mon ancienne maison de vente a commencé à m'envoyer des projets d'authentification. Bien qu'il ne l'ait jamais admis.
Je suis presque certaine que Monsieur Harrison me recommandait discrètement. Lors de ma 2e année d'activité, j'ai embauché ma première employée, Jenny. C'était une jeune diplômée en gémologie, qui me rappelait beaucoup trop moi-même à son âge. Perspicace, obsédée par les détails, et souvent ignorée, parce qu'elle était discrète. Aujourd'hui, elle est ma responsable de l'authentification, et elle vaut son pesant d'or. Nous avons grandi plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai emménagé dans un véritable bureau, en plein centre-ville, adieu, l'odeur du poulet Kung Pao. Et j'ai monté une équipe de spécialistes. Le bruit a couru, j'avais un don pour dénicher des pièces d'une grande importance historique. Faussement étiquetés comme de simples bijoux fantaisie. Le plus grand défi, cacher mon succès à ma famille. Ils croyaient toujours que je travaillais dans une vague boutique d'antiquités. Lors d'un dîner dominical, Isabella a souri avec condescendance. Elena. J'ai de vieux bijoux que j'allais donner aux œuvres de charité. Peut-être que ta petite boutique les voudrait. J'avais justement authentifié un œuf de Fabergé à 1,2 cents,000 $, ce matin-là. Bien sûr, ai-je répondu. J'y jetterai un œil. Maman me présentait toujours comme mon autre fille. Elle travaille avec de vieux bijoux? Ou quelque chose du genre. Pendant ce temps, j'avais été cité dans le magazine Forbes, sous le nom de mon entreprise. Et nous venions d'ouvrir notre 3e bureau. Garder la vérité secrète était devenu un jeu. Je débarquais avec une robe soi-disant en solde du supermarché, qui était en réalité du Chanel. Et je portais du Harry Winston vintage au dîner, juste pour voir si quelqu'un le remarquait. Ils ne l'ont jamais fait. La 5e année, nous avions des bureaux à Détroit, Chicago, et New York. Je passais plus de temps dans les avions, que dans mon propre lit. Bénéficiant de la confiance de certains des clients les plus riches du monde. Pour travailler en toute discrétion. Et le meilleur dans tout ça? Ma famille n'en avait toujours pas la moindre idée. L'argent affluait de façon incroyable. À tel point que j'ai dû engager une équipe de conseillers financiers. Rien que pour gérer mon patrimoine. Malgré cela, j'ai conservé un mode de vie très modeste. J'ai acheté une maison confortable, mais discrète, dans l'un des meilleurs quartiers de Santa Fe. Je conduisais une voiture élégante, mais rien de tape à accent grave-l'œil. Mon seul véritable caprice fut mon bureau à domicile, équipé d'outils d'authentification de pointe. D'une sécurité de très haut niveau, et d'un coffre-fort sur mesure, qui rendrait Fort Knox jaloux. L'ironie de l'histoire? Ma famille pensait que je joignais difficilement les deux bouts. Maman disait. C'est tellement gentil de la part d'Elena de nous aider. Elle doit sûrement se nourrir de nouilles instantanées. Pour pouvoir se le permettre. Pendant ce temps, je venais de toucher une commission. Supérieure au montant total de leur prêt immobilier. Simplement en authentifiant une collection privée. Le succès est étrange. Plus vous en avez, plus il est difficile de l'expliquer aux personnes. Qui ne vous ont toujours perçu que comme étant inférieur. C'est comme essayer de décrire une couleur. À quelqu'un qui n'a jamais connu que le noir et le blanc. À ce stade, mon entreprise dominait le marché de l'authentification de haute joaillerie. Dans tout le Midwest. Mais chaque dimanche, je reprenais mon rôle d'Elena, la modeste employée de boutique d'antiquités. Je passais mes matinées au téléphone, avec des collectionneurs à Dubaï. Mes après-midi, à authentifier des pièces valant des millions de dollars. Et mes soirées, je les passais assise à la table de mes parents, habillés simplement. À manger le rôti trop cuit de maman. Pendant qu'Isabella se vantait de sa dernière grande victoire en marketing. Qui consistait généralement à aller chercher le café de son patron. Il y a un dimanche, en particulier, qui m'a marqué. Ce matin-là, j'avais conclu une authentification à 7 chiffres. Pour une pièce Cartier qui était restée cachée dans un coffre-fort, pendant 40 ans. J'ai conduit directement de mon rendez-vous jusqu'au dîner, toujours euphorique. Elena, ma chérie, est-ce que ça va? Tes vêtements ont l'air très usés, a remarqué maman. En regardant mon pull en cachemire à 3,000 $, que j'avais choisi délibérément neutre.
Si tu avais un vrai travail, au lieu de jouer avec de vieux bijoux, a commencé Isabella. Papa l'a interrompu. Sois gentille. Tout le monde ne peut pas avoir autant de succès que toi. J'ai bien failli m'étouffer avec mon rôti. C'est à peu près à cette période que j'ai commencé à envoyer des paiements anonymes. Pour couvrir l'emprunt de mes parents, ainsi que les dettes d'Isabella. Car, malgré tout, il restait ma famille. J'ai mis en place un virement mensuel anonyme de 5,000 $ sur le compte de mes parents. Quand ils m'ont posé la question, je leur ai dit que je leur envoyais 000 $. Et que je vivais de riz et de haricots, pour rendre cela possible. Ils ont donc supposé que le reste provenait de tante Sophia, ou d'un autre parent éloigné. Isabella, naturellement, s'en est attribué le mérite, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle avait incité la famille à s'entraider. Pendant ce temps, je la regardais exhiber des sacs à main, qui, je le savais pertinemment, sortaient tout droit des rayons de boutiques de luxe, et non des magasins de déstockage. Je suis capable de repérer un vrai sac Gucci, à l'autre bout de la pièce. Ce soutien mensuel les a aidés, mais il a aussi créé une dynamique assez étrange. Mes parents ont commencé à me traiter comme une pauvresse prête au sacrifice, me tapotant la main. Et me disant à quel point c'était noble de ma part, de galérer autant pour les aider. Tout cela, pendant qu'Isabella s'envolait pour des vacances à la plage. Affichant sa vie #béni sur Instagram. Puis, il y a eu le drame du MBA. Isabella a annoncé qu'elle voulait reprendre ses études dans une autre université privée. Naturellement. Maman m'a appelé en larmes, me disant qu'il n'en avait pas les moyens. J'ai suggéré les universités d'État public. Oh, chérie, tu ne comprends pas, a-t-elle soupiré. Ta sœur doit maintenir un certain standing. Pourrais-tu augmenter ton aide? Pour quelques années? J'ai augmenté la somme à 7,000 $ par mois. Cela n'a même pas éraflé mes comptes en banque, mais les entendre louer l'initiative d'Isabella. Tout en supposant que je mangeais des nouilles instantanées pour rendre ça possible. Ça m'a fait mal. Le comble de l'ironie, j'étais déjà programmé pour donner une conférence, en tant qu'invité. Dans la fameuse école de commerce qu'Isabella voulait intégrer. Le doyen m'avait personnellement invité, pour parler de l'authentification des produits de luxe. Et de la croissance des entreprises. Ma famille ne s'en doutait pas une seconde. Le jour, je dirigeais une firme d'authentification pesant plusieurs millions de $. Le dimanche soir, je n'étais qu'Elena, la fille qui travaillait dans une boutique d'antiquités. Le poids du mensonge devenait de plus en plus lourd. Et lors de ce fameux Thanksgiving, tout a fini par exploser. Je pense que j'ai toujours su que la vérité éclaterait, d'une manière ou d'une autre. Et de façon dramatique, je ne m'attendais simplement pas à ce que ça arrive le jour de Thanksgiving. 2 semaines avant la fête, maman m'a appelé en larmes, à cause de ses douleurs au dos. Une hernie discale, m'a-t-elle dit. Et la perspective de devoir cuisiner pour 20 invités était bien trop lourde à porter. À la fois par gentillesse. Et par pur soulagement égoïste, j'avais enduré sa dinde bien trop sèche assez longtemps. J'ai fait une proposition. Pourquoi ne pas me laisser m'occuper du repas cette année? Je peux faire appel à un traiteur. Oh, chérie, nous n'avons pas les moyens de nous payer ça, a-t-elle protesté. Ne vous inquiétez pas pour le prix, lui ai-je répondu. J'ai réservé l'un des traiteurs de luxe. Que j'utilise habituellement pour les événements de mes clients. Il valait chaque centime dépensé. Le festin allait coûter plus cher que ce que mes parents pensaient que je gagnais en 2 mois. Mais je m'en fichais éperdument. Le matin de Thanksgiving, j'ai installé mon ordinateur portable dans mon ancienne chambre. Pour surveiller une grande vente aux enchères en ligne, se déroulant à Hong Kong. Un client enchérissait sur un rare collier Art Nouveau, et s'il gagnait, j'allais devoir l'authentifier. Le repas est arrivé pile à l'heure, parfaitement présenté. Et chaque plat était digne d'un grand restaurant. Isabella, bien sûr, m'a lancé une pique. De la farce achetée en magasin. Sérieusement, Elena? Celle de maman est bien meilleure. Et cela venait de la femme, qui avait un jour réussi à brûler des tartines. Elle s'est tue,
Après avoir goûté les choux de Bruxelles glacés au sirop d'érable. À 40$ l'assiette. Pendant que le dessert était servi, je m'éclipsais dans ma chambre. Pour vérifier l'état des enchères. Mon logiciel d'authentification était ouvert. Et de multiples onglets affichaient des contrats clients. Ainsi que des transactions de grande valeur. C'est à ce moment-là qu'Isabella a fait irruption. Prétextant avoir besoin de mon chargeur de téléphone. Elle a jeté un coup d'œil à mon écran, et a eu un rictus moqueur. Oh, c'est trop beau pour être vrai, a-t-elle lancé, en s'emparant de mon ordinateur portable. Avant même que je puisse l'en empêcher, elle est entrée d'un pas triomphant dans la salle à manger. Imaginez la scène, 20 membres de la famille, le ventre rempli de dindes gastronomiques. Et d'un vin hors de prix qu'ils pensaient tout droit sorti du supermarché du coin. Sur le point de découvrir exactement ce que j'avais caché. Isabella a souri narquoisement. Voyons un peu quel genre de travail si important Elena est en train de faire. Le jour de Thanksgiving. Elle a fait pivoter mon ordinateur en direction de la table. S'attendant visiblement à se moquer d'une obscure petite vente d'antiquités. La pièce a plongé dans un silence absolu. Si calme que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ornementale. Que j'avais offerte à maman pour Noël. Elle pensait d'ailleurs que c'était une reproduction. Sur l'écran, il y avait écrit. Solde actuel du compte, 12,4 cents,000 $. Contrat d'authentification en cours, 485,000 $. Transaction récente, 1,2 cents,000 $, provenant d'une vente aux enchères à Hong Kong. Rapport sur les bénéfices trimestriels, 4,2 cents,000 $. L'expression d'Isabella est passée de la suffisance, à la confusion. Avant de devenir d'une pâleur extrême. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle balbutié. Maman lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle est riche, a chuchoté Isabella. Elena est riche. Si c'était possible, le silence s'est fait encore plus lourd. Puis, maman a éclaté d'un rire tonitruant. Ne sois pas ridicule. Elle travaille dans cette petite boutique d'antiquités. Je me suis levé, en lissant mon discret pull en cachemire. Qui valait bien plus que leur mensualité de prêt immobilier. En fait, maman, je possède l'une des plus grandes entreprises d'authentification de bijoux de tout le pays. Depuis des années. J'authentifie des pièces à plusieurs millions de dollars. Cette petite boutique que tu as toujours méprisée. Elle possède des bureaux dans 3 villes différentes. Papa a toussé dans son verre. Tante Sophia a fait tomber sa fourchette. L'oncle Miguel a bien failli s'étouffer. Le rire de maman s'est transformé en fureur. Son visage est devenu rouge, puis carrément violacé. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa chaise en arrière. Tu possèdes des millions, et tu nous laisses galérer? Galérer, ai-je rétorqué. Je vous envoie 7,000 $ chaque mois. Tout en étant assise sur des millions, a-t-elle explosé. Ta sœur a des prêts étudiants sur le dos. Pas de félicitations, aucune fierté, juste de l'indignation. Parce que je ne leur avais pas donné davantage. Isabella a éclaté en sanglots, pleurnichant sur le fait que j'avais trahi la famille. En gardant mon succès secret. Papa en a rajouté une couche. Comment peux-tu être aussi égoïste? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Et c'est à cet instant que j'ai finalement perdu mon sang-froid. Des années passées à être ignoré. Des années de rejet. Des années à être traité comme la grande déception de la famille. Tout est ressorti. Élevé? Vous m'avez envoyé chez grand-mère Rosa. À chaque fois que j'éternuais. Vous avez ignoré chaque accomplissement, chaque récompense. Chaque étape de ma vie. De peur qu'Isabella ne se sente délaissée. Vous n'avez jamais économisé le moindre centime pour mes études. Mais vous avez contracté des prêts, pour payer son école privée, et maintenant? Vous êtes furieux que j'ai bâti quelque chose par moi-même? Les 5 minutes qui ont suivi ont été un véritable chaos. Maman criait à propos de mes obligations familiales.
Papa m'accusait d'être ingrate. Isabella alternait entre les sanglots bruyants et l'exigence de savoir exactement combien d'argent je possédais. Les serveurs du traiteur, eux, essayaient de servir le dessert, en évitant tout contact visuel. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai récupéré mon sac Hermès, que maman avait un jour qualifié de « jolie copie ». Et je suis sorti. Derrière moi, maman discutait déjà de la façon dont elle allait dépenser mon argent. Le MBA d'Isabella, ou encore une nouvelle voiture. En rentrant chez moi, au volant de ma raisonnable BMW en édition limitée, mon téléphone s'est mis à s'illuminer. La discussion de groupe de la famille explosait. En moins d'une heure, j'avais 47 appels en absence, et plus de 200 messages. Les textos de maman évoluaient, comme les différentes phases d'une tempête. 19h42, comment oses-tu tourner le dos à ta famille? 20h15, nous devons en discuter, comme des adultes. 21h03, ta sœur mérite une part de ta réussite. 22h30, j'ai appelé un agent immobilier, pour voir des maisons dans de meilleurs quartiers. 23h45, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est ta mère qui te parle. Pendant ce temps, Isabella déclenchait l'apocalypse sur Facebook, une tirade épique sur sa sœur millionnaire, qui thésaurisait sa richesse, alors que la famille souffrait. Dans les commentaires, c'était le chaos le plus total. Des cousins éloignés, d'anciens camarades de classe. Et des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies. Y allaient tous de leurs commentaires, pour juger de ma moralité. Une publication m'a littéralement fait tomber la mâchoire, pendant toutes ces années. J'ai essayé d'aider Elena dans sa carrière. En lui donnant des conseils pour évoluer au-delà de sa petite boutique d'antiquités. Et elle était secrètement riche. Ses conseils de carrière me suggéraient de vendre des bijoux sur Etsy. Puis sont arrivés les sbires, des proches que je connaissais à peine, tentant de me faire culpabiliser. Tante Suzanne, que je vois une fois tous les 3 ans, m'a appelé pour me dire « la famille. C'est ce qu'il y a de plus important ». L'oncle Bob m'a envoyé un email moralisateur, sur le partage des bénédictions. Comme si j'avais encore 12 ans. Même la sœur de la femme de mon petit cousin, aucune idée de la façon dont elle a eu mon numéro, a ressenti le besoin de me faire la morale. Sur le devoir familial. Mais le véritable cirque a commencé, lorsqu'ils ont débarqué sur mon lieu de travail. Ce lundi matin-là, je suis entré dans mon bureau du centre-ville, pour découvrir maman. Papa et Isabella, assis dans la zone de réception. Ils avaient affirmé à Jenny, ma réceptionniste, qu'ils avaient un rendez-vous pour une authentification. Isabella serrait son sac Michael Kors contre elle, comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne. Maman a commencé, sans le moindre préambule. Nous en avons discuté en famille. Une discussion familiale, sans le membre de la famille dont vous parlez. Justement, les jeux coupés. M'ignorant royalement, elle a poursuivi, et nous pensons qu'il est tout à fait juste que tu mettes en place des fonds de placement, pour nous tous. Il me faut au moins 2 millions, pour bien démarrer ma nouvelle vie, a renchéri Isabella. Papa a ajouté. Ta mère et moi aimerions prendre notre retraite. Peut-être avec une maison sur la plage. En Floride. Avez-vous manqué la partie, où je vous explique que je vous envoie 7,000 $ par mois? Ai-je demandé. Ce n'est rien, comparé à ce que tu possèdes, a lâché Isabella. D'un ton sec. Tu nous es redevable. Redevable de quoi? Des années où vous m'avez ignoré, de mes remises de diplômes ratées. Ou des comparaisons incessantes? Ne sois pas dramatique, Elena, a répondu maman. Nous t'avons tout donné. Non, ai-je répliqué, d'une voix calme. Je me suis tout donné à moi-même, et j'en ai terminé avec vous. Là, en plein milieu de mon hall d'accueil, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai annulé les virements mensuels. Maman a halté, comme si je venais de la gifler. Les faux pleurs d'Isabella se sont soudainement arrêtés. Lorsqu'elle a compris que ça ne marchait pas. Comme il refusait de partir, j'ai appelé la sécurité.
Regarder ma mère de 60 ans, se faire escorter vers la sortie, tout en hurlant sur l'ingratitude des enfants, était totalement surréaliste. Le harcèlement a continué pendant des semaines, de nouveaux numéros de téléphone, de faux comptes e-mail, et même des messages envoyés au service client de mon entreprise. J'ai finalement dû leur envoyer une mise en demeure officielle, menaçant de porter plainte pour harcèlement. C'est à ce moment-là que maman a abattu sa dernière carte. Elle a appelé grand-mère Rosa. Il y a une chose à savoir sur grand-mère Rosa, elle est plus sage que tous réunis. Sa réponse, lorsque maman l'a appelée pour se plaindre? Tant mieux pour Elena. Il était grand temps que quelqu'un, dans cette famille, réussisse par ses propres moyens. Maman ne lui a plus adressé la parole, pendant les 2 mois qui ont suivi. 6 mois se sont écoulés depuis Thanksgiving. J'ai emménagé dans une nouvelle maison, dotée d'un meilleur système de sécurité. Et j'ai changé tous les numéros de téléphone que je possédais. L'entreprise se porte mieux que jamais. Ironiquement, le drame avec ma famille a attiré plusieurs clients très en vue, qui ont profondément respecté mon sens de la discrétion. Isabella publie toujours des statuts passifs-agressifs, sur la richesse toxique et la trahison familiale. Le bruit court qu'elle essaie de monter sa propre entreprise d'authentification de bijoux. Bonne chance à elle pour ça. Maman et papa ont finalement cessé de me contacter, après que mon avocat leur a envoyé une lettre officielle, détaillant comment des accusations de harcèlement pourraient impacter leur vie. Maintenant, ils racontent à tout le monde qu'ils n'ont jamais voulu de mon argent, et qu'ils prient pour le salut de mon âme. Le meilleur dans toute cette histoire, pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Fini les dîners du dimanche, truffés de commentaires mesquins. Fini l'obligation de minimiser mes accomplissements, pour protéger leurs égos fragiles. Fini de financer le grand spectacle d'Isabella. Ma thérapeute dit que je pose enfin des limites saines. Moi, je dis que je vis enfin de manière authentique. Voilà donc mon histoire. Merci à vous, Reddit, de m'avoir permis de la partager. Et j'adresse des remerciements tout particuliers au traiteur, qui m'a envoyé une carte de Noël disant: notre festin de Thanksgiving a été le grand événement de leur année. Fac, foire aux questions. Oui, je suis toujours en thérapie. Non, je ne regrette absolument pas d'avoir coupé les ponts avec eux. Oui, grand-mère Rosa se porte à merveille. Elle vient me rendre visite le mois prochain, pour m'aider à cataloguer une nouvelle collection. Et une dernière petite note pour Isabella, si jamais tu lis ceci. Ce bracelet Cartier que tu arbores dans ta dernière publication Instagram, c'est un faux, sans l'ombre d'un doute. Je dis ça, je dis rien. J'ai appris à mes dépens, que poser des limites n'est pas une preuve d'égoïsme. C'est une question de survie. Si vous croyez en l'importance de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, laissez un commentaire ci-dessous, et partagez vos pensées. Et n'oubliez jamais, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres, mais à la vie que vous vous construisez, pour vous-même.